Laurent Alexandre et autres start-upers dans une émission sur l'éducation. Vous savez que Laurent Alexandre, ou vous le savez peut-être pas, mais il a sorti un livre qui s'appelle Ne faites plus d'études ou un truc comme ça. Il explique que ça sert plus à rien de faire d'études à l'heure de l'IA parce que ça ne permet pas de gagner de l'argent. Il a peut-être pas tort en soi parce que c'est pas le fait de faire des études qui permet de gagner de l'argent, c'est le fait d'être dans une position de domination dans la société et souvent d'avoir du capital qui permet de gagner de l'argent. Donc c'est sûr que vaut mieux hériter de la boîte de papa plutôt que de faire un doctorat en biologie si vous voulez gagner de l'argent. Mais bref, on va pouvoir parler de tout ça. Il en parle avec plein de gens. On va vous laisser l'intro de l'émission parce que c'est un banger. Tout un tas de gens qui sont des genres de start-upers de l'éducation. Et ils vont donner leur avis là-dessus. Vous allez voir que ça va dérailler un peu, il va y avoir quelques pensées un peu d'extrême droite, on va dire, des petits tacles à Mélenchon, des choses comme ça. Enfin, on s'attend à rien et on est quand même déçus avec Laurent Alexandre. Et on va faire ça aujourd'hui avec Chris. Chris, comment ça va ? Et ça va super bien. J'ai une petite anecdote avec Laurent Alexandre qui est intéressante, c'est que ça fait partie des fous furieux qui interviennent. Tu sais, il y a des gens là, il y a Babo, il y a des gens, tu les vois sur tous les plateaux télé, sur toutes les chaînes, donner leur avis, voilà. Lui, c'est un fou furieux et c'est un des premiers fous furieux qui m'a suivi sur mon compte Position Revue à l'époque où le compte il était, tu sais, il était un peu troll et qu'il en, enfin, tu vois, 2019-2020, les gens qui veulent faire de l'archéologie de Position Revue où c'était un compte qui tweetait beaucoup en mode démonte, quoi, beaucoup plus agressif qu'aujourd'hui. Et il m'a suivi, je crois qu'il me suit encore, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc Laurent Alexandre, ouais, ça fait partie des gens. Je suis très content qu'on en parle parce qu'il était un peu passé sous nos radars des droitards, Ouais. tu vois. Et en Et puis fait, lui, en plus, il s'autorise des trucs comme il est chirurgien, je pense. Il est tout en haut d'une hiérarchie, même dans la hiérarchie médicale des médecins, tu vois, quand tu es chirurgien, souvent c'est les gars qui sont un peu qui se sentent eux le plus en haut. Alors c'est pas officiel, tu vois, mais en tout cas, moi je sais qu'en tant que psychiatre, dans le quand un graphique, ils sont médecin en haut. généraliste appelle un chirurgien, il m'appelle pas pareil que quand il appelle le chirurgien, quand il appelle le psychiatre, tu vois. Genre le psychiatre, faut qu'il fasse les trucs tout de suite et on le vous voit pas, tu vois, alors que le chirurgien, on le brosse un peu plus dans le sens du poil, quoi. C'est en haut à droite, des gens en haut à droite. Tu vois, C'est un peu si ça, t'avais ouais, c'est un peu t'avais ça. un fractal du graphique, t'as un graphique dans le graphique. Tu vois ce que je veux dire? Et t'es des gens en haut à droite. C'est ça, Mais c'est oui, ça. Et du coup, c'est pour ça aussi que je pense que c'est un droitard intéressant parce qu'il s'autorise à dire des dingueries que les autres ne s'autoriseront que dans 5 ans. Parfois, tu sais, des trucs un peu transhumanisme et limite eugéniste ou des trucs comme ça. Il peut sortir vraiment des grosses dingueries, le gars. C'est ce que j'allais dire. On n'a pas beaucoup ces profils-là. C'est un profil très américain, très muskien. Tu sais, ultra techno-solutionniste, ultra scientiste. Vraiment le Musk trumpien, quoi. Et en France, on n'a pas trop ça, parce qu'on est un pays soit d'intellectuels tragiques, soit d'administrateurs pragmatiques. On n'a pas cette folie dans le progrès technique, dans la science que peuvent avoir les Américains. Donc c'est un profil un peu iconoclaste en France. Voilà. Je sais pas, la face inverse des décroissants anti-science, tu vois. Est-ce Complètement. qu'on n'a pas les deux qui sont potentiellement des avis problématiques, tu vois? Bon, vous avez fait la capsule là sur Antitech Résistance. Est-ce que c'est pas Laurent Alexandre, leur némésis, quoi? C'est l'autre face de la même pièce, je suis d'accord, c'est l'autre face de la même pièce, c'est-à-dire c'est des gens qui n'arrivent plus à comprendre que la transformation du monde, d'ailleurs, excusez-moi parenthèse, mais allez voir la vidéo de Padu là, sur la science qui dit tout ça, à une époque de crise fondamentale de la société, de son mode de production, la science est toujours vue comme quelque chose d'extérieur. Les gens qui ne la maîtrisent pas vont la juger de manière morale, comme un fait, tu vois, extérieur, avec des règles, tu vois, comme le bien, le mal, tu vois, des choses qu'on doit gérer, etc. Donc on va avoir les gens anti-science qui sont très effrayés par ça, voilà, et donc on va avoir les visions décroissantes qui ne savent pas que c'est une forme d'activité humaine. Et puis de l'autre côté, on va avoir les gens qui la traitent de la même manière, mais comme quelque chose de techniciste, tu vois, c'est deux formes de positivisme en disant c'est une technique comme une autre, il n'y a pas besoin de la remettre en question, elle agit, c'est même pas nous qui agissons, elle a sa propre autonomie, il faut la suivre, il faut y faire confiance, etc. Et c'est les deux mêmes visions. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que on voit ces crises, que ce soit apeuré, soit mystique, scientiste, à chaque fois que le mode de production est en crise, on a eu exactement la même chose à la fin du 19e siècle, quand les contradictions du mode de production capitaliste ont commencé à se montrer vraiment très fortes, quand on a commencé aussi à être en pénurie, tu sais, de charbon, il y avait des gens qui... le malthusianisme, hein, par exemple, tu vois, c'est des gens qui C'est-à-dire ont... des gens Covici de l'époque. Voilà, les gens Covici, tu vois, le malthusianisme à l'époque, c'est des mecs qui disaient, ah, mais il n'y a pas assez... Enfin, on peut pas être plus de 100 millions sur la planète, tu vois. Et donc,
les gens oublient que bah oui, la science n'est qu'une forme d'activité de l'humanité, avec ses crises, avec ses limites, mais que c'est une activité totale qui dépend des rapports politiques, qui dépend des rapports sociaux, et qu'aujourd'hui elle arrive en crise parce qu'en fait les rapports sociaux ne sont plus fonctionnels. Le mode de production, l'exploitation d'une classe par une autre ne produit que des problèmes, quoi. Et donc la science en périt. On part du coup sur l'intro de l'émission parce que c'est un banger et ça va vous permettre de vraiment voir le contexte, et puis après on partira sur des timecodes spécifiques qui sont ceux qui vont nous permettre de développer un peu. S'il y a un sujet qui nous obsède tous en ce moment, c'est bien celui de l'éducation. À l'heure de l'intelligence artificielle... Déjà on croit une phrase écrite par une IA, juste je vois pas en quoi ça nous obsède l'éducation. Bref. C'est clair. Comment préparer nos enfants à évoluer dans un monde où tout change à une vitesse folle? Pour en parler, j'ai invité à dîner des experts du sujet ce soir. Wilfried Granier, fondateur de la plateforme Superprof, il est convaincu que rien ne remplacera la présence d'un professeur. Aude Guénaud, ancienne prof, elle a créé Plume, un logiciel pour apprendre aux enfants à mieux écrire. C'est que des profs start-upers, c'est trop drôle. C'est pas, tu peux pas avoir un type qui est prof. Genre tu te dis on va parler d'éducation, on pourrait avoir un prof, on pourrait avoir machin, je sais pas, directeur d'école, inspecteur dans l'éducation nationale et tout. Enfin, non, c'est machin. Il a créé un truc qui lui permet d'avoir une rente tous les mois, tu vois. Genre. C'est ça. Tu te dis ouais, c'est pas le gars, c'est un chercheur, c'est pas le gars, c'est un Sorte de pédagogue. l'éducation, ouais, ou truc comme ça. Non, c'est un start-upper. Le type, en fait, tu t'apprends que si tu creuses un peu, t'apprendras qu'il a monté déjà 3 boîtes. Avant, c'était pour des restos, après, c'était Ouais, c'est pour ça, des... ouais. Tu vois, non, il est spécialiste de l'éducation, lui. Francis Lelon, cofondateur de Sarenza, il lance Allegria, la première école no-code et IA destinée aux particuliers. Nejma Traviglini, CEO de Knowledge, rescapée du système éducatif, elle voit la tech comme un formidable levier de réussite. Laurent Alexandre, chirurgien urologue. Oh, le banger, il arrive comme ça. Genre, les profils sont ouf. C'est vrai. On croit du fake. C'est vraiment mais Libertarian TV, quoi. On croirait du fake, effectivement. J'ai l'impression de regarder le Palma Show. Franchement, genre, si t'avais le Palma Show, ce serait exactement pareil, quoi. Bah, c'est drôle parce que tu parles d'un sujet, l'éducation, qui en France est majoritairement public, donc majoritairement en dehors de l'entrepreneuriat, et ils invitent que des entrepreneurs pour en parler. On sait pas trop pourquoi, genre les 6 personnes qui en parlent, ils sont entrepreneurs, et il y a Laurent Alexandre qui serait spécialiste de l'éducation. Le mec est chirurgien, urologue, il a fait quoi, Doctolib lui, ou Doctissimo, un truc comme ça. En quoi est-ce qu'il a une expertise en éducation, ce mec, tu vois? Et déjà, je te dis, le dispositif te dit, mettez vos enfants à l'école privée. Tu vois ce que je veux dire déjà, avant même que oui, il n'y en a pas commencé. un qui a des enfants en école publique là, dans le dispositif. C'est ça. Entrepreneur, auteur et conférencier multidiplômé, il publie aujourd'hui un livre au titre provocateur, Ne faites plus d'études. Et puis Jonathan Angueloff, l'un des entrepreneurs tech les plus brillants en France, lui a réussi sans passer par les grandes écoles. Le gars, il a une expertise sur l'éducation parce qu'il a réussi sans passer par les grandes écoles. Alors, j'aimerais bien avoir... est-ce qu'on peut avoir son wiki, tu vois? Je suis sûr que le gars... Moi, j'aurais pu y aller, hein. J'ai réussi à atteindre la plus grosse chaîne de gauche marxiste sur YouTube sans faire de grande école, voilà, alors que j'ai que des collaborateurs qui ont fait des grandes écoles, donc je... Attends. Il est passé par l'ASE, là, le gars. Ça va être notre gars sûr, quoi. Il quitte l'aide sociale à l'enfance à 19 ans. Il doit se débrouiller pour gagner de l'argent. Il est passé livreur chez Domino's Pizza. Très jeune, il se passionne pour l'immobilier. D'accord, donc c'est un gars qui a échappé un petit peu à son destin social. Ouais, c'est vraiment le token, tu sais, le token de la méritocratie, très américain, très libertarien. Quand on veut, on peut. Tu sais, c'est vraiment le centre de formation de foot, quoi. Tu te dis, ouais, ce centre de formation-là, il y a 1000 mecs qui y vont, il y en a un qui finit pro. Vous voyez, ça forme super bien aux joueurs pro, quoi. Tu vois, c'est le capitalisme, il vend la même chose, quoi. Ouais, c'est bien qu'il y ait ce genre de profil dans ce genre de truc. Ah c'est cohérent, c'est cohérent. Mais c'est cohérent avec cette vision libertarienne. C'est genre, toi aussi, t'aurais pu être n'importe lequel qui sort des personnes de l'ASE, vous auriez pu être ce gars-là. Vous avez sûrement pas fait les efforts, tu vois. Voilà. C'est marrant parce que d'ailleurs, les capitalistes ont beaucoup critiqué le stakhanovisme. Alors qu'en fait, ça, c'est exactement leur stakhanovisme à eux. C'est-à-dire prendre un gars qui a un destin, tu vois, qui ne correspond pas à la majorité des gens et qui est presque une erreur statistique, tu vois. Dont souvent, en plus, on a un peu bidouillé le parcours pour faire un peu plus encore, tu vois, pour arrondir un peu les angles et vraiment rendre la success story incroyable, tu vois. Et on te la met en avant, tu vois. Et ça ressemble beaucoup, en fait, au fait de mettre Stakhanov en avant
en disant si tu veux atteindre les rentabilités de Stakhanov, tu pourras le faire, tu vois. Sauf qu'en réalité, là, ça te vend le capitalisme. Stakhanov, ça te vendait la production pour essayer de concurrencer l'Allemagne nazie. À la limite, c'était plus louable, tu vois. Mais qu'est-ce que détestent les capitalistes dans le stakhanovisme? C'est pas que le gars il travaille plus que les autres et qu'il en fait plein. C'est que c'est pas pour sa gueule à la fin. C'est qu'on vend ça pour l'intérêt du collectif. Et eux, tu sais, ça les rend fous, tu vois. Ils se disent, putain, mais moi je comprends qu'on suit 100 EO, qu'on travaille comme des dingues, tu vois. Mais qu'à la fin, ça te revient pas à toi, que ça revient à la collectivité, ça correspond pas à leur anthropologie. Mais c'est ça qui les rend fous dans Stakhanov, quoi. Bah ouais, c'est trop bien. Grand merci à nos partenaires Nagaro, votre accélérateur d'ambition tech et IA qui coproduit avec moi ce programme, et Plug and Play France. Allez, Même la pub, elle est dingo. Tout est C'est banger. vraiment- T'as tous les trucs incubateurs de bonnes idées. C'est vraiment toute l'énergie de la tech, etc. Il y a un côté un peu désuet. Tu vois, là, on est en 2025, le mode de production. Tu vois, il y a 5-10 ans, c'était classe. Là, ça fait un petit peu réchauffer. Tu sais, c'est un peu comme les plats qui sont à la mode, tu vois, les macarons, au départ, c'est marrant, tu vois. Puis après, t'en as un peu, tu te rends compte que t'en as trop bouffé, c'est pas fou, quoi. Là, c'est des trucs pro-tech comme ça, là, ils sont un peu en fin de course, quoi. c'est l'heure de passer à table. Ok, bon, on va commencer par Conseil notre... de classe, c'est marrant, ils ont appelé ça comme ça. Moi, si j'avais un syndicat luxembourgiste, marxiste de prof, je l'appellerais conseil de classe, tu vois, avec le conseillisme, la classe sociale, tu vois. Mais ils l'ont appelé pareil sans avoir les deux rêves, quoi. Ah, c'est peut-être parce que c'est des gens qui partagent entre eux une même classe sociale aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Du coup, on va partir. Déjà, on remercie le camarade Reda qui nous a fait les petits timecodes qui vont bien. On va partir sur le premier timecode qu'on a avec le fondateur de Superprof. Son parcours est un peu particulier parce qu'il nous explique qu'il vient de nulle part en gros, et puis après il nous explique qu'il a fait de l'immobilier ou je sais pas trop quoi. Donc on va voir tout ça pour poser un peu les bases de qui est en train de parler à la table. Vous ayez les moyens de le faire. Moi, j'investis dans rien. De toute façon, j'investis dans rien. Je pense que c'était. Je n'investis que dans Superprof. Ah non, zéro. T'investis dans rien? Ah, dans rien. C'est une bonne Wow. stratégie. Ouais, Je suis il fait 100% Superprof. Ah non. Mais t'as jamais vendu de part de ta boîte? Jamais. Non, j'ai 100%. Donc déjà, c'est le mec qui censure, tu sais. Ah bon, t'as pas d'action? Mais attends, mais tu défiscalises comment? Tu défiscalises pas et tout, genre, c'est le mec qui censure. Mais t'es un malade. Tu me dis ça à l'apéro, mais frérot, mais faut que je te présente. Mon frère, il est spécialiste là-dedans. Les discussions de... Ouais, vraiment, mais... Mais là, on Ah, est mais je suis en sueur si je suis à table. Là. Ah, vraiment, là, ce que je te en Mais fais. moi, on a fait, pour les gens, on tourne ça le 27 décembre. On a fait tous les repas de Noël, les machins. Là, c'est la bûche, là. Là, c'est le dessert. Là. Vraiment, c'est magnifique ce qu'on est en train de regarder, quoi. Bah, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que t'as pas encore Exit. Mais quand t'excites, en fait, tu sais, il y a le système de... T'as pas encore Exit? Ça, c'est le gars de l'ASE, du coup, qui dit ça. From ASE to Startup Nation. Et C'est ça. en vrai, c'est un peu louable. Parce Ouais, qu'il y a un grave. dysfonctionnement. Tu peux pas t'en sortir par Grave. la solidarité collective, donc tu t'en sors par tes propres moyens. Je comprends le gars. D'ailleurs, ça, pour redevenir un peu plus sérieux, effectivement, on a des formes d'aide sociale à l'enfance, tu vois, et des techniques d'aide sociale à l'enfance, en sous-effectif, hyper concentré, tu vois, où en fait, t'apprends la libre concurrence, tu vois, dès le plus jeune âge, d'obtenir des ressources très vite, d'être en concurrence avec les autres gamins pour avoir un toit, pour avoir à bouffer. Enfin, je veux dire, presque limite, nous, c'est contre ça qu'on se bat quand on est communiste, justement. C'est pour sortir du monde de la concurrence, pour aller vers le monde de la coopération totale. Mais tu te dis qu'en fait, les aides sociales à l'enfance, ces parcours-là, je vais parler comme eux, te donnent que des skills néolibéraux, quoi. Individualistes, Ouais. de s'en sortir seul, tu vois. Tu sais, ça d'être me fait penser à la même concurrence. chose, et c'est pour ça, je pense qu'il y a plein de sportifs issus des milieux Ouais, populaires. exactement, c'est ce que je C'est pensais. que moi, quand j'ai joué au basket, quand je jouais avec des gars issus de milieux populaires, souvent racisés, j'avais l'impression qu'ils jouaient pas comme moi. Tu vois, j'avais l'impression que les mecs, moi, je jouais, tu vois, pour gagner, mais les gars, ils jouaient de manière un peu plus agressive, tu vois. Genre, et je pense parce qu'ils sont dans des environnements qui sont plus agressifs, tu vois. Ils sont dans des environnements où c'est un peu marche ou crève, tu vois. Et ça crée du coup, dans le sport. Étant donné que le sport est structuré comme ça crée aussi des sportifs qui sont plus forts, tu vois, parce que, je veux dire, Michael Jordan, il est pas là pour te faire gagner, tu vois, il est pas là pour que tu passes du bon temps, tu vois, il est là pour gagner, lui, et c'est ça qui fait qu'il est bon, tu vois. Mais ça me rappelle une interview post-Jordan, un de mes joueurs préférés, Allen Iverson, tu vois, qui était petit, il faisait 1m83, 86, je sais plus, voilà. Et les mecs lui avaient dit comment ça se fait que vous arrivez à vous imposer aussi fortement dans une raquette avec des gars. Et il avait répondu, moi j'ai passé
passé 3 ans en prison à jouer au basket. Donc, c'est pas des milliardaires de 2 mètres qui vont me faire peur, tu vois. C'est franchement... ou des millionnaires, tu vois. Et Iverson avait dit cette phrase en mode, bah oui, quand vous jouez au basket en prison, bon, bah après, la NBA à côté, c'est rigolo, quoi. Le remploi, Oui. où t'es quand même Mais je veux obligé pas de exciter. quitter. Je veux pas. Mais ça t'intéresse pas Full dividende, bravo. Non, zéro dividende. Ça t'intéresse pas de suivre d'autres Tu sais, entrepreneurs? il y a un côté presque respect. Frérot, t'es blindax et t'as pas de dividende. Tu sais, c'est presque un peu genre... tu sais, c'est genre en mode... Tu sais, t'as gagné au Monopoly sans tricher. Franchement, beau gosse, quoi. Tu vois, mais c'est trop marrant. C'est trop drôle. Le gars, il se fait aggro à moitié parce qu'il a pas retiré de dividende, quoi. Non, 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 mais c'est intéressant, c'est hyper intéressant. parce que Et ça se défend. tout le temps que j'ai, C'est intéressant, tu sais, on a l'impression que le mec, c'est un... Tu sais, ils font presque de l'orientaliste. Ils ont l'impression d'avoir un sauvage devant eux ou je sais pas quoi et tout, alors que le mec, c'est juste un gars qui fait pas de dividende, tu vois. Tu sais, les gars, ils vont aller fumer une clope après. Puis il fait, tu crois vraiment à ce qu'il raconte, l'autre Putain, j'ai vu sa baraque à Saint-Barth. C'est impossible qu'il ait son dividende. Bah, ce qui paraît, c'est possible. En tout cas, chapeau, hein, chapeau bas. C'est la première fois que j'en rencontre un comme ça. Tu sais, c'est presque, tu vois, genre, ça va plus les choquer un gars comme lui, blindax, sans dividende, que le gars qui sort de l'ASE et qui est devenu riche. Tu vois ce que je veux dire Sociologiquement, pour eux, c'est plus... Et puis, tu sais, si le gars disait qu'il était condamné pour fraude fiscale, il dirait, ouais, c'est normal, tu sais. Par contre, le gars a pas pris de dividende, là, c'est anormal, tu vois. C'est ça. je passe sur mon projet. C'est tout, D'accord. c'est, tu vois. Quand tu investis, Le jour où tu auras exit, il y a un je côté give back je qui ne est vendrai super jamais cette important. boîte. Tu Je ne vendras vendrai jamais jamais cette boîte. Mais t'es dans une logique pure C'est la boîte de patrimoniale, toute c'est ma tes vie. enfants. T'as vu comment ça parle? Attends, t'es sorti en bad liver de ton contrat, là? Mais attends, t'as pas exit en bad liver de tes actions, c'est pas possible et tout. T'es vraiment les mecs... Qui vont reprendre derrière, c'est quoi Bah ça, j'en sais rien, ça, on verra plus tard, tu vois. Ah oui, mais on verra, quand tu même, vois, si forcément, c'était à un une moment, dynastie tu et compagnie, vendras. mais C'est le projet de ta vie. Ah non, Tu es totalement dédié à ce projet. oui, je ne veux jamais la vendre, je veux la garder toute ma vie. Mais effectivement, au bout d'un moment, oui, à un moment, quand t'es très vieux, que t'as du mal à aller au bureau, à un moment, faut Non, mais c'est la surtout filer à que tu quelqu'un, n'as pas d'investisseur, donc tu n'as aucune pression, puisque tu as 100% Oui, de ta je boîte. sais, je sais. Tu peux faire ce que tu veux. Oui, mais je trouve ça Mais il y a bizarre. un Qu'est-ce que tu truc- fais de ton argent? Là, il y a un truc qui est pas du tout sur le sujet de base, en fait, qui est fondamental, qui est très intéressant, qu'on essaye de parler dans les autres capsules. Vous avez vraiment là, et là, faut le dire, l'esprit du capitalisme. Il y a des livres comme Boltanski et tout qui ont fait un truc, mais là, en quelques secondes, on a l'esprit du capitalisme. Un gars qui vous dit, je sais pas hein, s'il est sincère, j'y crois, allez, je vais partir du principe qu'il y croit. Et il dit, moi, c'est le projet de ma vie. Je veux vraiment, c'est la finalité de ce que je fais, c'est de faire ce truc de l'éducation, je sais pas quoi, c'est une plateforme de prof, je sais pas, peu importe, comme quelqu'un qui pourrait être menuisier et tout. Et là, t'as que des capitalistes autour et qui dit, bah, attends, tu fais pas ça pour la vendre et te faire du fric à la fin. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, tu sais, genre, et en fait, le type est un ovni parce qu'en fait, il est orienté vers la valeur d'usage, vers le produit même, tu vois, et plus vers la fabrication de valeur d'échange. Et toute la discussion tourne au fait de mais attends, mais c'est pas normal. Et en vrai, les autres ont raison, ce n'est pas normal. Le capitalisme ne fonctionne pas avec une dynamique de gens qui ont vraiment envie de faire un truc concret. Le truc concret n'est qu'un moyen pour à la fin accumuler de l'argent abstrait et de la valeur d'échange. Et ben là, on est vraiment au cœur du truc, quoi. Et d'ailleurs, c'est super intéressant parce que si tu veux, ils mettent là leurs 6 entrepreneurs au-dessus d'une table en disant le sujet c'est l'éducation, c'est que des gars qui bossent dans l'éducation et tout. Et tu vois qu'en fait, ils parlent que de thunes. Ils parlent Mais pas c'est ça. d'éducation, ils parlent Et de c'est- thunes. t'sais. Et c'est ça le capitalisme, tu pourrais dire, on va prendre que des gens qui sont producteurs d'avions, de fourchettes, etc. Et à la fin, tout ça n'est qu'un moyen de faire de la thune. C'est pour ça que Marx parle aussi de monde à l'envers, tu sais, de monde inversé. C'est une image très forte de Marx qu'on utilise assez peu. Ce monde à l'envers, justement, c'est ça. C'est ça, un monde où l'activité humaine n'est plus faite pour les besoins humains, mais pour une valeur fétichisée abstraite qui est de l'argent qui ne sert plus à rien et qui justement est un gaspillage de temps, de ressources, d'intelligence, etc. Et ben, eux, ils sont dans le monde à l'envers. Ils ne font plus les choses pour ce qu'elles sont vraiment et ce qu'elles apportent à la collectivité. Ils le font pour un fétiche qui est l'accumulation de monnaie à l'infini. Tu n'investis pas ton argent? Mais ils s'achètent des cols roulés. J'ai Non, peu mais- d'argent. En fait, je me verse un salaire. En fait, je vis chichement. D'accord. Mais t'as Ah non, pas mais je suis d'argent de très côté. heureux, hein. Genre, Dans un t'achètes pas un podcast, Je suis appart. très heureux. Non, mais Bah si, attends. j'ai déjà acheté. J'ai déjà acheté ma résidence principale. Ok. J'ai mon salaire. Et tu t'es jamais fait de petits investissements sur le côté? Quand je dis investissement, je parle pas spécialement de Zéro. Moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier à 19 ans. Ok, cool. Tu vois, en achetant des chambres de service Alors. parce que j'essayais d'investir. Et j'ai Je fait me ça dans disais- mon ancienne vie.
Ok. En fait, j'ai eu la chance de vendre ma première boîte. Donc j'ai vendu ma première boîte, j'ai fait une exit. T'avais un apport. J'ai fait beaucoup Ah d'immobilier. oui, parce que le gars tout à l'heure il disait ouais, j'avais rien vendu et tout. Et en fait, le gars, oui, c'est ça. Il a déjà vendu une boîte, il a déjà eu des locatifs, je sais pas trop quoi, vendu les trucs. Excellent. Ok. C'est parce que j'ai T'es fait mis un beaucoup peu à la- d'immobilier. Tu sais, on a l'impression d'être. Tu sais, quand t'es dans une table, toi tu connais peut-être ça aussi. T'es dans une table avec que des gens de droite, tu sais. Ah oui. Et t'as l'impression que tu sais, t'as des mecs qui sont pas de droite autour de la table, mais t'as l'impression que le gars il est obligé de dire ouais, je suis pas raciste, mais quand même une fois un arabe m'a un peu cassé les couilles, tu sais, pour être comme les autres, tu vois. Lui il finit par dire ça, ouais, bon, une fois j'ai fait un locatif quand même, tu vois, genre. C'était arrivé d'ailleurs un peu à Dorian, je sais pas si tu vois qui c'est, un gars qui bossait avec Usul. Il s'était retrouvé dans un traquenard avec des mecs d'extrême droite, et tu sais, les mecs étaient là en mode, mais non, mais parce que le gars il disait, ah, non, mais y a pas de problème avec les arabes et tout. Et puis le gars il avait fini par dire, ouais, enfin les Tchétchènes et tout, tu sais, genre, le gars il a fini par dire, moi, s'il y avait bien des gens qui me cassent les couilles en France. Histoire de concéder un peu en mode. Ouais, c'est Je ça. reviens pas sur ce que j'ai dit, mais il y a quand même des gens qui font chier, quoi. Et là, il est un peu comme ça. Ouais, moi j'ai quand Et même le gars, vendu une boîte, hein, les C'est gars. genre, il peut pas assumer jusqu'au bout, non? Il dit, bon, allez, ok. Allez, ok, j'ai vendu une boîte. Ah, au fait, c'est vrai, tu fais partie des nôtres. Tu vois. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est ça les dynamiques de groupe. Et c'est pour ça aussi, quand on vous parle de militants Batman, les militants qui vivent que la nuit et tout et qui assument rien, c'est un peu dommage parce que du coup, vous créez pas des dynamiques qui permettent à des gens de gauche de s'assumer parfois dans des espaces sociaux, quoi. Parce que si vous vous cachez, bah, les gens peuvent penser que vous n'êtes pas de gauche, que vous n'êtes pas communiste, des choses comme ça. Alors que si vous normalisez le fait de gauche, d'être communiste, machin, eh bien, en fait, vous allez créer des phénomènes inverses où les gens presque vont être obligés d'être dans votre camp, quoi. Et ça, c'est important. Je parle pas de faire ça, de casser les couilles, hors pas de famille ou je sais pas trop quoi, c'est pas le souci, mais de manière générale, dans votre vie de tous les jours, avec des gens que vous pouvez convaincre, des gens qui sont, je sais pas, vous côtoyez dans des clubs de sport, des collègues de travail sur des temps de pause ou des choses comme ça. Si vous laissez des gens tenir des propos racistes et puis que vous vous acquiescez à moitié, ben en réalité, tout le monde va croire à la fin que tout le monde est raciste autour de la table alors que c'est pas vrai, quoi. Et ça, c'est un problème quand même. Exactement. C'est un peu comme les techniques, tu sais, où t'as des gens qui se font agresser, quoi. T'as des gens qui sont leaders dans dire des propos racistes. T'as des gens qui peuvent contrecarrer, qui peuvent intervenir. Mais si vous prenez pas à un moment donné le fait de le faire, il y a des gens qui vont rester passifs, exactement comme c'est une agression. Et une agression verbale, et c'est moins pire qu'une agression physique, tu vois ce que je veux dire? Mais si tu la laisses se développer, bah, elle est normalisée et tu as entre les deux des gens qui ne seront pas convaincus, mais d'autres gens qui vont considérer que c'est normal et que c'est presque limite une façon de s'intégrer à un groupe que de dire des trucs racistes. À une époque, les droitards ont cassé ça aussi, tu vois. Comme c'était presque à un moment donné, sans se poser vraiment les questions matérielles concrètes, un moyen de s'intégrer, d'être antiraciste. Tu vois, il y a aujourd'hui des gens qui disent des trucs énormément racistes. Il y a 20 ans, ils disaient sûrement, tu vois, genre typiquement les gens du PS, des Julien Drey, là, qui sont passés de SOS Racisme aux dingueries qu'ils disent aujourd'hui. Ben, en fait, ils étaient dans un espace de conformité adéquat au mode de production, qui était un peu moins pénurique, où il y avait besoin d'un peu moins de hiérarchie, où il y en avait un peu plus pour tout le monde. Je cite cette phrase de Cocard qui est très intéressante, qui dit quand il y en a pas assez pour tout le monde, vous pouvez pas être ami avec tout le monde. Voilà, là on est un peu plus dans cette situation. Et ben effectivement, aujourd'hui on est beaucoup plus dans une situation de crise, de pénurie, et donc se faire intégrer, c'est un moyen. D'ailleurs, les livres de Cocard montrent bien ça, hein, dans les cercles d'amis, ah ouais, comme tu dis, à un moment donné, il va falloir taper sur les Arabes. Si t'es le seul autour de la table à pas le faire, hein, t'es d'accord, Padu, que bon, on sait qui c'est, hein, le problème. On sait qui c'est, tu sais, qu'à un moment donné, tu vas être le gars un peu bizarre, quoi. Voilà. Lui, c'est la même chose, c'est le gars un peu bizarre. C'est pas le vrai pote parce qu'il a pas. Parce qu'il a pas fait de plus-value, quoi. Voilà, c'est un autre style. C'est parce que j'ai fait beaucoup d'immobilier à l'abri. que j'ai découvert Airbnb. Et parce que j'ai découvert Airbnb en me disant putain, c'est l'idée du siècle, Qu'il a que j'ai fondé voulu faire le Superprof. Airbnb du prof particulier. Non mais tu vois, et donc j'ai créé ça en me disant c'est un peu un Le truc. gars, il a eu Airbnb. Ouais. C'est n'importe quoi. Déjà, il a copié Airbnb pour son truc, voilà. En vrai, franchement, ça nous fait rêver, nous communistes, que le monde de l'éducation devienne le même modèle que Airbnb. Je pense que ça donne vraiment très très envie. C'est le monde qu'on souhaite tous, quoi. Disant c'est un peu un truc à côté, c'est un side project Superprof. Putain, Ça a après, pris au des bout d'un an, proportions. c'est devenu un truc tellement gros. Pour les J'ai gens mis, qui savent pas ce que l'immobilier. tu vois ce que c'est un side project ou pas? Bah, c'est pas ton projet principal, quoi. C'est pas là où tu mets toutes tes billes, quoi. Ouais, et puis c'est un truc de, tu sais, c'est genre un peu un truc de 4 sup, tu sais, vraiment exec là, tu sais, qui disent ouais. J'ai ma boîte, elle est super, elle nous laisse 3 heures de libre par semaine pour nos side projects. Là, je rénove. Là, je rénove une tannerie en Lozère. Je fais des pots, je fais des sacs à main sur mesure et tout. Non, vraiment, c'est vraiment, ils ont tous les codes, quoi. C'est fou.
de côté. Parce que moi, c'est une grosse passion l'immobilier. Tu Moi, j'aime faisais beaucoup quoi l'immobilier. Déjà, pour que le mec parle comme ça et soit invité là et te dise je fais aucune plus-value, c'est bizarre, tu vois. Genre. C'est avant. Avant super prof. Immobilier. Non, mais tu Non, ta boîte. avais t'as une boîte vendu. d'immobilier? Non, ma première société, c'est une boîte qui vendait des publicités sur Internet, D'accord. qui a été rachetée par. Le gars, le gars fait cher, le gars il a vendu des publicités sur internet, c'est vraiment le truc de gros rats, tu sais, de gros. Enfin, c'est vraiment, t'as aucune envie de valeur d'usage quand tu vends des publicités sur internet, quoi. Je pense en plus, le gars, il a l'impression de se racheter. Tu vois, en Oui, faisant c'est un peu truc. ça, ouais. Tu vois, Oui, c'est un peu comme les footballeurs brésiliens, tu sais, ils vont jouer en Europe et après ils disent ah, je vais quand même retourner jouer dans un club de mon enfance pour faire plaisir quand ils ont 43 ans et qu'ils sont rincés, c'est un peu ça, quoi. C'est Michael Corleone dans Le Parrain 3, un très grand film d'ailleurs, mais sous-coté à mon avis, qui justement vend tous ces trucs de casino, de drogue, etc. pour faire de l'immobilier avec le Vatican en se disant bah c'est légal, et en fait il se rend compte que le Vatican c'est encore plus pourri que la mafia, tu vois. Bah lui il est là-dedans, tu vois. Une grosse régie qui s'appelait Adverline. Non, mais t'avais déjà exité. T'es venu avec un apport. Ouais, le T'avais déjà excité, il avait déjà excité le Ah gars. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Alors moi je vais demander en com, faites un com pour ceux qui ont déjà exité là. Et si t'as pas exité à 35 ans, pas dû, t'es personne. Et l'exit, ça m'excite, hein. Ça c'est un jeu de mots, moi je dis rien. Bon, on passe au deuxième taille code, ça parle de Marx. Donc là, ça va te plaire. Moi je vais vous dire, ça parlait déjà de Marx pour moi. Charles, ça va, il le savait pas forcément. C'est ça. Ça, Moi, je vois à complètement. l'école comment ça fonctionne. Les cours qu'on donne encore à l'école, les cours d'économie qui sont en fait des cours de sociologie où à la fin, on a appris Keynes, Marx. Et en fait, qu'est-ce que ça a appris aux gosses? Surtout Marx. Rien du tout. Oui, sur- Surtout Marx à l'école. Ils disent tout surtout Marx. Le banger. Ce qui est trop bien, c'est que les types. Et ça, alors moi j'ai pas vu les extraits, et c'est un chef-d'œuvre. Moi non plus. C'est un chef-d'œuvre. Merci Reda. Hein. Reda, frérot, merci à toi. C'est un cadeau de Noël. C'est génial parce que tu sais, vraiment, le gars qui te dit en fait, on apprend Keynes, Marx, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors que, dans deux styles, c'est les gens les plus brillants qui ont compris le mode de production capitaliste dans son ensemble, dans sa totalité. Mais en fait, tu comprends que quand tu es capitaliste, et c'est là quand Marx montre l'aliénation fétichiste, les premiers et les pires aliénés, Lukács le montrera encore plus, par le fétichisme de la marchandise, c'est les bourgeois. Ils n'ont pas besoin de comprendre la totalité du mode de production. Ils ne le comprennent jamais. Eux, ce qu'ils ont besoin de comprendre, c'est comment tu investis, etc. Et on pourra mettre l'extrait en pot de prod. Et Marx montrait que donc le capital crée les conditions matérielles du fétichisme, c'est-à-dire les conditions matérielles de cette apparence, de cette illusion qui consiste à faire croire qu'il se valorise par lui-même. Lorsque il suffit de lancer de l'argent dans la circulation pour qu'il me revienne et engrosser de plus d'argent. C'est quand même assez magique. Moi, chaque fois que je sors une pièce de porte-monnaie de mon portefeuille ou que je sors ma carte bancaire, je sais que l'argent que je vais dépenser de cette manière-là, plus jamais je ne le reverrai. On comprend aussi qu'il s'agit, pour Marx, de créer, de jeter les bases de ce que j'appellerais, moi, une théorie matérialiste de la subjectivité capitaliste. On voit bien que ces formes-là du rapport capitaliste ne peuvent pas fonctionner si les agents sociaux ne s'imaginent pas que les choses fonctionnent de cette manière-là. C'est-à-dire, si je n'imagine pas qu'il me suffit de jeter de l'argent dans la circulation pour qu'il puisse revenir avec plus d'argent, jamais je le jetterai. Il dit, ce fétichisme de la marchandise, c'est pire que ça, c'est que c'est ce qui fait fonctionner le capitalisme. Ce que lui va exprimer, je sais déjà ce qu'il va dire sans avoir vu l'extrait, il va dire, mais en fait, on a besoin des cours d'économie, comment on investit, etc. C'est qu'ils ont besoin de méconnaître le mode de production, c'est-à-dire de ne pas comprendre les crises. Parce que Beer, il l'explique, il dit ça comme ça, il dit, mais en fait, le fétichisme, c'est ça. J'ai investi 10, et puis ça m'a rapporté 100, alors je vais réinvestir mes 100. Et puis quand je vais réinvestir mes 100, alors il n'y a pas de raison que ça monte pas à 200, alors je vais réinvestir mes 200. Et puis quand ça va monter à 500, tu vois, et jusqu'à la crise, parce qu'à la fin, ça finit toujours comme ça, jusqu'à la crise. Et justement, cette non-conscience de la crise, ce fétichisme absolu, se croire que tu peux gagner à l'infini, accumuler à l'infini, sans que ça rentre en contradiction à l'échelle de la totalité, ce que Keynes
Marx décrivent, ou essayent de décrire, ou pour Keynes, essayent de prescrire, plutôt, essayent de contrecarrer, et ben eux, ils s'en battent les couilles, et ils trouvent que c'est des grosses conneries, quoi. Voilà. Gardez ça en tête, les bourgeois. Là-dessus, c'est un truc que moi, je vais critiquer, par exemple, que je trouve des gens assez médiocres intellectuellement, les Pinson Charlot, tu vois, parce que déjà, ils sont plus des charlots qu'autre chose d'ailleurs, mais vraiment, c'est nul, parce qu'en fait, déjà, ils se branchent sur une classe qui est pas du tout la classe réelle qui est à l'œuvre, c'est-à-dire ceux qui sont autour de la table, ils vont voir des aristocrates avec des codes d'étiquette qui ne servent à rien dans le monde capitaliste, tu vois, et ils ont l'impression que eux sont lucides sur la société, alors qu'en fait, les capitalistes, ceux qui font tourner la machine, justement, sont les plus aliénés. Et gardez ça en tête, les gens les plus aliénés dans le monde capitaliste sont les capitalistes eux-mêmes. Surtout Marx. Ouais. Non, mais le cours de 4e sur la révolution industrielle, il est incroyable. C'est-à-dire que t'as pas un auteur. T'as dit Trotsky-Lénine? Il a dit, Alexandre, il a dit Trotsky-Lénine. Je veux dire, moi, je voudrais bien savoir dans quelle école t'as mis tes enfants pour qu'ils aient lu Trotsky-Lénine, quoi. Et surtout de manière positive, parce que je pense qu'on a bien parlé de Trotsky et Lénine en classe, mais à mon avis c'était pas pour les brosser dans le sens du poil. Et même les cadres du PCF ils lisent plus Trotsky et Lénine ni Marx. Alors à l'école même les profs d'histoire géo qui sont censés faire ce cours là l'ont pas lu donc Kerman elle est en contre-champ mais elle est à la table, hein, t'inquiète pas. Classique, économiste sur le cours encore aujourd'hui sur la révolution industrielle. On te parle du méchant patron, la de misère des Germinal, ouvriers. mais t'as rien sur Adam Smith, t'as rien sur Schumpeter, rien. Mais il y a rien sur Adam Smith. Non mais on a des jeunes, hein, c'est pas notre première part de marché comme pour parler comme nos bourgeois là, mais les gens qui sont en, je sais plus comment on appelle ça, moi on appelait ça bac ES à l'époque, voilà, mais ceux qui sont en bac ES, vous savez très bien que Adam Smith, Ricardo, Hayek, Schumpeter, etc., c'est le programme standard de première terminale en éco. Et je veux dire, qu'est-ce que le gars raconte, quoi? Là, c'est du pur fake de A à Z, quoi. Mais Nathalie Arthaud, elle passe plus de temps à parler de Schumpeter parce qu'elle est prof d'économie que ce gars-là, hein, je pense. C'est sûr. c'est incroyable, on est en 2025. Moi, ça. Ouais, enfin, j'irais même plus loin qu'Adam Smith et Schumpeter. Enfin, regardons notre économie actuelle. Déjà, apprenons. Quand je vois, moi, je me souviens mes cours. Quoi? Tu vois, lui, il dit, ouais, on s'en bat les couilles, c'est des livres, ça. Tu vois, apprenons à monter une boîte, à servir d'Ethereum, tu vois ce que je veux dire, à investir sur le Bitcoin, tu vois, je veux dire, le mec, il dit, ouais, comment ça se fait que personne regarde Bloomberg en direct à l'école, quoi, tu vois, enfin, c'est vraiment, c'est incroyable. En vrai, je pense que faut qu'on regarde les autres épisodes de ce truc, hein, parce que si à chaque fois, c'est un banger comme ça, on va se pisser dessus. Hein. Ah, mais là, tu sais ce qui va se passer, la vérité, moi, je le dis, il y a un seul truc qui va pas dans ce qu'on fait, c'est qu'on va se faire tuer. Je pense que Zoé va être jalouse de pas regarder ce truc-là, parce que là, c'est trop bien, quoi. Déjà, c'est un des rares trucs qui les ont... on peut se le remettre, c'est un des rares trucs qui les ont fait se mettre tous d'accord quand ça parlait de Marx, quoi. Et là, tu vois, on aurait pu voir, autant le gars, il a eu le temps d'expliquer qu'il a pas fait d'exit, machin, qu'il a pas fait trop de plus-value. S'il y avait eu un gars qui défendait Marx, tu vois là, il aurait dû dire non, en fait, je déconne. En fait, j'ai fait plein d'exits. Tu sais, pour s'en sortir de ça. Non mais attends, regarde, on se le remet, regarde, tout le monde est d'accord. En fait, des cours de sociologie où à la fin, on a appris Keynes, Marx, et en fait, qu'est-ce que ça a appris aux gosses? Surtout Marx. Rien du tout. Oui, surtout Marx. Ouais. Non, mais le cours de 4e sur la révolution industrielle, il est incroyable. C'est-à-dire que t'as pas un auteur. C'est un banger, surtout Marx, Trotsky et Lénine, ils sont sûrs. Je me souviens, mes cours de compta, on me faisait la compta sur papier, quoi. J'étais là, mais les gars, mais pourquoi on prend pas un Excel? Ça se fait à la limite sur Excel. On va pas, allez, n'allons pas sur un logiciel. Ah ouais, il est vraiment matrixé par la tech et tout. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'apprendre sur papier ou sur Excel? Le but, c'est que les gars, ils apprennent comment est-ce qu'on fait, quoi. Non, mais en fait, ce qui est trop marrant, c'est que ça, ce serait intéressant, justement, d'expliquer à quel point le calcul en double colonne de la comptabilité a été une révolution dans l'esprit humain et même au centre même du capitalisme. La comptabilité en double partie, là. Et non, le gars, en fait, il revient à... On va le faire avec une appli, avec l'IA et tout, il est là, Et c'est surtout, tu sais... Du coup, c'est contre l'éducation, je veux dire, les mecs qui sont là, oui, l'éducation descend, mais ça sert à quoi? Enfin, on s'en fout d'avoir une appli pour le faire, tu vois. Et puis c'est surtout, tu vois, moi, ce qui m'intéresse, c'est très intéressant, parce que tu vois cette critique de l'école comme quelque chose où il y a des connaissances trop abstraites, où on peut pas directement les exploiter dans le monde du travail. Tu vois, il y a un truc comme ça là qui revient. Et là, tu vois, le type, en fait, ce qu'il veut, c'est faire des trucs de travailleurs. De la compta, de la finance, gérer des Excel. Tu vois, il veut vraiment sortir les gens de la connaissance. Et là, on Macron est comme ça aussi, hein.
Et Macron, il comme ça. Et on revient vraiment à une école. Et là, c'est la pénurie qui fait ça. Les gens essayent de refabriquer une école hyper aristocratique, élitiste, où 80%, tu vois, genre, c'est vraiment, on a fait un épisode là sur Rochdy avec Zoé, il explique ça, genre, ouais, c'est quoi 80% des gens qui ont le bac, etc. C'est-à-dire, l'enseignement général doit être réduit à un minimum, et en fait, on va revenir à que des gens qui sont tâcherons dès 14 ans, qui vont en apprentissage professionnel. Alors, parce qu'en fait, lui, il va parler d'Excel et de faire de la compta, mais c'est juste du tâcheronnage, c'est du salariat prolétarisé. Aujourd'hui, les gens qui font compta, ou qui font assistant financier, ou qui font assistant RH, comme avant, on allait à l'usine. C'est les nouveaux métiers de prolétaires, employés, ouvriers. Et donc, lui, il va demander de faire ça, en se disant, ça, c'est du vrai, c'est du concret, c'est pas des conneries de sociologie, où il y a des livres, tu vois. Et là, on est en train de refabriquer une école élitiste, pénurique, parce que, en fait, ça coûte trop cher pour tout le monde, pour la collectivité, d'enseigner, d'éduquer les enfants. Et c'est vraiment fondamental. Il y a vraiment un truc là profondément de droite et réactionnaire. D'autant que, tu sais, quand l'école de la Révolution française a été mise en place, il y a eu notamment l'idée de mettre de la philosophie pour que les gens deviennent citoyens et tout. Et là, c'est vraiment cet héritage de ce qu'a eu de progressiste dans la bourgeoisie, quoi, quand elle était encore ascendante, qui est en train d'être cassée. Ces mecs sont en train de lutter contre l'universalisme concret, qui n'existe déjà pas ou pas assez, mais pour justement recréer le plus possible de hiérarchie sociale et que l'école ne puisse pas être un vecteur d'émancipation. Et c'est tout à fait intéressant de voir que c'est un gars donc, qui vient de l'ASE, tu vois, qui fait ça. C'est-à-dire que c'est un type qui lui a profité peut-être en partie d'un système social qui marchait peut-être mieux à l'époque, là il y a 20 ans ou 30 ans quand il en a été bénéficiaire, on va dire. Et une fois qu'il arrive à s'en sortir, boum, il fait écrouler le pont derrière lui et puis les autres ils peuvent plus y passer, tu vois, parce qu'il rentre en concurrence avec les autres, quoi. La connaissance, etc., tout ça, ça sert à rien, c'est du blabla, c'est du baratin, il faut savoir faire des vrais trucs utilisables directement dans le monde de la production, c'est-à-dire valorisable, quoi. Et valorisable, ça veut dire exploitable par le capitalisme. Et vraiment, on a cette critique-là qu'on a beaucoup entendue, qui va revenir beaucoup. On va publier bientôt sur Position Revue un très bel entretien justement sur l'histoire de l'école maternelle, mais plus généralement de l'école. Vous allez voir qu'en fait, on va vers ça, quoi. En fait, l'école comme ça, justement, de droitard, c'est des gens qui confondent connaissance et compétence. Et ils s'en foutent de l'esprit critique, ils s'en foutent de l'autonomie, de l'opinion des sujets, de l'émancipation. Ils veulent des compétences, c'est-à-dire des trucs que tu peux appliquer en entreprise et que tu peux exploiter. C'est vraiment clé, hein. J'avais pas vu T'as vu le titre de la chaîne YouTube ? Ça va pas plaire à Zoé, il y a un jeu de mots. C'est Silicone Carnet. Et de dire que le père doit être absolument présent. Moi, je pense qu'un Là, ça parle de paternité. Hein. Oula. père n'est pas... le rôle du père est d'être exemplaire, pas forcément d'être présent. Il y a pas une présence... Super, si ton père est exemplaire, il est pas présent. Il est pas là, mais c'est un gars qui a beaucoup d'argent, il a exit au bon moment, mais il est pas là par contre. Bon, ok. Parce qu'il a 3 meufs en fait, et il a 16 enfants en fait. Parce que c'est un peu ça les délires aussi d'accumulation à l'infini. Il y a pas mal de milliardaires qui sont dans ce délire-là, tu vois, d'avoir plein de gosses. Musk est dans ce délire-là, tu vois. Il a 30 000 gamins avec plein de meufs différents et tout. Il s'en occupe pas évidemment, tu vois. Mais ça lui permet aussi de, tout comme il accumule plein de trucs, d'accumuler aussi, de faire prospérer son patrimoine génétique, tu vois. C'est vraiment une vision de seigneur. Et là, cette idée de la paternité comme pas présent mais exemplaire, c'est vraiment cette idée de le père, c'est une figure extérieure au foyer qui doit être un rôle modèle. Ils appellent ça comme ça là-bas à la Silicon Valley, le rôle modèle, tu vois. Tu le connais pas, mais c'est lui qui t'inspire. Tu vois, il doit être inspirant. Alors que la mère, c'est, comment dire, celle qui est présente, mais qui est pas très inspirante en fait. Tu vois, c'est vraiment le truc, c'est genre parce qu'elle fait le ménage, elle fait les choses, etc. Tu vois. Et donc, tu as cette dichotomie et qui est là, pour le coup, vraiment un reliquat du patriarcat. C'est intéressant parce que c'est des libertariens, on pourrait se dire, ils vont être libéraux et ils vont pas être réactionnaires sur ce plan-là, alors que là, c'est ultra réactionnaire en fait de penser ça, tu vois. C'est ultra réactionnaire, pourquoi ? Parce que comme c'est des gens qui détestent le collectif, et ça c'est vraiment le cœur de... faut bien comprendre. Le patriarcat tel qu'on le connaît, c'est pas très intéressant comme mot parce que ça veut pas dire grand-chose. Patriarcat, il a plusieurs formes de hiérarchie sur les femmes dans l'histoire, il a plusieurs formes de noyaux familiaux, etc. Ce que nous on appelle aujourd'hui le patriarcat, qui est plutôt la famille nucléaire capitaliste, moi je vais plutôt appeler ça comme ça, c'est vraiment la structure fondamentale de production du début de la bourgeoisie, de la petite bourgeoisie et du capitalisme. Papa, entrepreneur, propriétaire, maman qui l'aide à faire un peu les affaires et qui s'occupe aussi des enfants.
Tu vois, c'est vraiment cette structure-là et qui est une structure fondamentale de l'économie. Quand tu collectivises un peu plus, en fait, tu vas te rendre compte que le prolétariat, il est beaucoup plus à distance de ça. Il va le reproduire parce que, en fait, surtout dans son période de confort, etc., il va commencer à singer un peu ça. Mais quand il est très paupérisé au début, il est obligé d'avoir une solidarité concrète collective dans les foyers, dans les ensembles urbains, dans les ensembles, voilà. Donc il va mutualiser un peu les enfants, c'est des femmes qui vont les garder pour tout le monde, tu vois, ils vont vivre un petit peu collectivement. Et puis ensuite, l'État-providence va faire en sorte que l'école va prendre en charge, etc. Donc ils sont un peu à cette distance-là. Mais pour des libertariens, cette famille, elle est fondamentale. 1, comme je te l'ai dit, parce qu'elle reproduit vraiment les conditions matérielles. Et surtout 2, parce qu'en plus, après, il faut transmettre. Tu vois, il faut transmettre au fils. Et pour ça, il faut que le fils, il ait envie de devenir papa. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pas transmettre ton héritage et ton fils si ton fils, il dit « Mon père, c'est qu'une grosse merde qui fait des exits tous les 2 ans avec ses boîtes. J'en veux pas de son argent, etc. » Tu vois ? Donc, il est obligé d'être le rôle modèle. Tu vois, c'est obligatoire. Ce que ne font pas les enfants d'ouvriers. Moi, en tant qu'enfant d'ouvrier, toute ma vie, on m'a dit « Surtout, travaille à l'école pour ne pas être à l'usine comme nous. » Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de rôle modèle de l'ouvrier dans le monde prolétarien. Et eux, en fait, c'est fondamental. Et là, ce qu'il exprime, c'est le clé de la famille nucléaire capitaliste que des gens appellent patriarcat, mais qui est un mauvais mot. Je suis absolument pas d'accord avec ça. Oui, je sais que tu n'es pas du tout d'accord avec ça. Mais non, mais bien sûr, vous n'êtes pas d'accord. C'est un débat. Je jette une question. Tu sais qu'on a beaucoup privé. Je trouve qu'on a intéressant. Moi, je ne suis... Ouais. Parce que Ça là, fait pas consensus. ça fait pas consensus. Là où sûrement il y a 50, 60 ans et sûrement même 100 ans, ça ferait même pas discussion. La différence aussi, c'est qu'il y a 100 ans, il n'y aurait pas eu de femme à table. Tu vois. Là, il y a une femme à table aussi. Tu peux peut-être pas dire la même chose. C'est intéressant, ça. Exactement, je suis d'accord. Tu ne supportes pas les hommes qui portent, par exemple, les enfants sur le ventre. Ah non, et je te jure, je trouve ça un petit côté réac. C'est pour ça qu'on t'aime bien. Ah mais c'est très réac. Je suis très réac. C'est bien d'assumer. Et moi, je l'assume, je le dis, je ne comprends pas. Ça, c'est les discussions de bourgeois. C'est super d'assumer. Tu veux pas me resservir du château Margaux, pas du... Tu vois ce que je veux dire ? C'est des gars, ils sont là, ils disent... Mais t'es un réac, mais c'est pour ça qu'on t'aime, Eric. Hein, l'autre fois, là, quand t'as insulté un arabe dans la rue, on s'est marré. Moi, c'est pas mes valeurs, mais ça m'empêche pas de boire un coup avec toi. Bah si, normalement, ça devrait t'empêcher de boire un coup avec lui, tu vois. Je comprends pas ce truc-là. C'est incroyable de le faire, c'est incroyable. Moi, j'ai fait Je comprends pas le fait de porter un enfant en écharpe ou en porte-bébé, le gars. Il dit, moi, je comprends pas ce truc-là, c'est pas exemplaire pour un homme de le faire, tu vois. Mon fils, c'est incroyable. Moi, jamais. Mais moi aussi, je l'ai fait. Et je me suis déjà comme un con avec sa poussette. débile. Moi, par contre, c'est la poussette, moi, que j'ai vachement de mal. Ouais, moi, Et oui, ils sont obligés de le rajouter. Moi, c'est la poussette que j'aime pas. Tu sais, genre, moi, en vrai, je suis un peu une gonzesse, mais pas trop. Tu vois, c'est juste la poussette. Vraiment, mais les types sont dans des structures normalisées. L'autre, il assume. Les autres, ils sont là, t'es réac, machin. Parce qu'effectivement, heureusement, c'est des rôles sociaux et des rôles qui sont aujourd'hui beaucoup plus fluides, quoi. Ouais, tant mieux, hein. Il y a encore des cinglés. Comme tu disais, il y a 50 ans, dans la bourgeoisie, pour se distinguer, t'aurais dit, moi, je donne le biberon à mes enfants ou je les porte en écharpe, tu vois. Ouais. Maintenant, c'est une bourgeoisie un petit peu plus progressiste sur ces questions-là. Et pour se distinguer, il faut dire l'inverse. Quelque part, tant mieux, en fait, hein, qu'on ait cette... C'est marrant parce que la meuf baisse les yeux pendant ce truc-là, tu vois. La meuf, elle mange et tout. Elle peut pas donner son avis, tu vois, parce qu'elle est pas concernée par la discussion. Elle est quand même assignée, tu vois. C'est sympa d'avoir la poussette. Moi, la poussette, je trouve que ça fait enfant handicapé. Mais ce qui serait très marrant, là, c'est que justement, elle troll le truc en disant, moi, je suis d'accord. Ça fait pédale de porter un bébé. Je paye un mec tamoul pour pouvoir porter mon bébé ou pousser la poussette parce que je déteste ça en tant que femme, tu vois. Là, le truc serait transgressé. Moi, je l'aurais vu, c'est prendre un truc justement et dire ouais, c'est féminin, machin, tu vois, un truc de réac, mais c'est la meuf qui le dit et du coup là, ça aurait autorisé tous les mecs à être réac, tu vois. Ça fait pédale de porter son truc, machin et tout, oui. C'est pas un vrai homme. Là, tout le monde aurait dit ah oui, c'est vrai, tu vois. Oui, mais là, elle l'aurait reproduit, donc elle aurait été, tu sais, alliée de la conscience du sujet masculin réactionnaire, tu vois. Mais ce qui aurait été marrant, c'est que elle adopte cette conscience-là. Et que là, les mecs, avec leur niveau, disent bah, attends, Aude, toi, t'es une femme. Donc, toi, ça devrait pas te poser de problème. C'est à nous que ça pose problème. Tu vois ce que je veux dire ? Un espèce de truc, genre, un peu turf, tu vois, biologisant. Ouais, de dire, mais, truc. Tu vois, ça aurait été drôle. Regarde, j'ai remis un peu en avant, j'ai mis 5 secondes en avant. Regarde la meuf pendant le débat. Le faire, c'est incroyable. Moi, je l'ai fait avec mon fils, c'est incroyable. Mais moi aussi, je l'ai fait. Et je me suis senti complètement débile. Moi, par contre, c'est la poussette, moi, que j'ai vachement de mal. Ouais, moi, je trouve ça sympa d'avoir la poussette. Moi, la poussette, je trouve que ça fait enfant handicapé, j'aime pas du tout. Par contre, le porte-bébé, c'est incroyable.
Et tu lui parles, tu lui racontes. La poussette, si on croirait que son enfant est handicapé, qu'est-ce qu'il raconte? Poussette, je trouve que ça fait enfant handicapé, j'aime pas du tout. Par contre, le porte-bébé, c'est incroyable. Quand il pousse un chariot aussi, tu sais, l'impression que ses courses sont des handicapés, tu sais. Le fou. Et tu lui parles, tu lui racontes des trucs. Donc vous voudriez être enceinte également? Non, mais ça n'arrive Donc vous voudriez être enceinte. Voilà, si tu mets un porte-bébé, c'est que tu veux être enceinte. Le gars avec le rouge en train de couper un steak Angus, tu sais, genre à 200 balles. Donc vous voudriez vraiment être des meufs, quoi. Tu vois, vraiment. Rien à voir, Mais si, mais bien sûr que si. Mais non, Carlos. Mais bien sûr que si, que c'est une Mais à projection. Oh là 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 là, ça c'est vraiment les débats de bourgeois où t'as des gars qui gueulent, mais bien sûr que si et tout. Mais- Chacun donne un avis de merde et tout. Moi, ce qui me fait marrer, c'est que c'est des débats de mecs ultra riches, parce que là, on est quand même, je pense qu'on est sur des gars qui brassent, tu vois, genre du 6-7 chiffres par an, tu vois. Très riches en tout cas, quoi. Pas ultra riches, tu vois, très riches. Et en fait, tu vois que c'est sur des discussions de beauf. Tu vois, et c'est là où moi, par exemple, je vais critiquer les Charlot Pinson, justement parce que ils ont cette vision bourdieusienne que quand t'as du capital économique, quelque part, t'as du capital culturel. Et tu vois qu'en fait, si demain on est invité à leur repas, imagine, on est tous les trois, là, pas du team, invités à leur repas. Déjà, il y a de fortes chances qu'on les insulte. Mais si demain on essaye de les faire venir sur quand ils ont parlé de Marx, sur Moi, Kant, je n'insulte pas le docteur Laurent Alexandre parce que je n'ai pas le droit. voilà, c'est vrai. Et Zoé non plus. Mais moi, je le ferais pour nous trois. Mais je veux dire, si on commence à parler, tu sais, on se dit, bon, moi, c'est un peu des débats, un peu, tu vois. On va chercher sur de la culture, on va parler de Kant, ce qu'on fait ici sur la chaîne, tu vois. On va parler d'histoire, de la laïcité. Mais on va se rendre compte que les mecs, ils suivent pas du tout, en fait. Parce qu'en fait, le capital culturel, aujourd'hui, c'est bien comprendre un truc, ça n'existe quasiment plus. En tout cas, ça n'a aucun intérêt pour être capitaliste. Et donc, cette idée même du capital culturel qui serait quelque chose d'utile, un apparat, et c'est vraiment une vision de classe, d'une classe qui est morte, c'est-à-dire une espèce de bourgeoisie élitiste, intellectuelle, éduquée, suréduquée, lectrice, enseignée, d'un mode de production, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire où, justement, les hautes études étaient réservées d'abord à la haute aristocratie et ensuite à la très grande bourgeoisie. Aujourd'hui, c'est des trucs dont on se fout. Et tu vois, les discussions de gros riches, ça pourrait être les discussions que t'as, tu sais, dans le truc que vous avez fait avec Zoé, là, des repas stérins à 80 balles, tu vois, de classe moyenne, quoi. Tu vois, c'est vraiment le même niveau de discussion, quoi. La poussette, T'as même des gens aujourd'hui, tu sais, qui fuient... Chez les riches qui fuient les longues études et tout, parce que justement, ça rapporte pas forcément. Et je sais pas, si tu veux être prof d'université de mathématiques, tu vas te faire beaucoup moins de thunes que si t'as fait quelque chose dans l'économie ou dans l'ingénierie, tu vois. Alors qu'en réalité, le professeur de mathématiques, historiquement, c'est quand même quelqu'un qui est une référence intellectuelle et qui va peut-être faire de la recherche en mathématiques et tout, mais ça rapporte pas d'argent de faire ça. Ça aurait des mecs non plus qui crèvent la faim, mais je veux dire, ça, comparativement au niveau d'études, ça rapporte moins d'argent que si le gars avait fait une école de commerce un peu bien, tu vois. Puis quand tu es comme l'autre, là, à vouloir exit, à avoir un œil sur la bourse, etc., t'as pas le temps de lire Lautréamont, Bernanos, ou surtout Bernanos d'ailleurs, ou je sais pas, ou Faulkner, quoi. Tu vois ce que je veux dire, c'est des trucs, ça te prend du temps pour rien. C'est une perte de temps d'acquérir de la culture littéraire ou en art plastique. Tu vois, pour eux, ça sert à rien. À l'extérieur. On est dans une société qui prive vachement les pères du fait d'être en connexion avec leurs enfants. Et moi, je suis ravie que mon mari, il ait pris cette place-là. Je dis pas qu'on... Tu vois, c'était évident. On pouvait pré-shot ce qu'elle allait dire, quoi. C'était sûr. Ce genre de meuf, Zoé peut lui parler, tu vois. Et Zoé peut la radicaliser. Tu vois. Et d'ailleurs, Zoé son rôle, doit la radicaliser. C'est son rôle historique. On a la même fonction, c'est pas le cas. Mais en fait, je suis heureuse de pouvoir compter sur lui. Il prend beaucoup de place auprès des enfants et je trouve ça génial. C'est pas ce qu'il dit, je pense. Moi aussi, j'ai été très présent. Il a fait du pot à pot avec nos 3 enfants, etc. J'ai pas trouvé ça bizarre. Il a trouvé que c'était un... En plus, ce qui est drôle, c'est que le gars dit j'ai été présent parce que c'est un mec qui a assez de thunes, tu sais, pour rester 1 an avec ses enfants en bas âge, faire du pot à pot, tout ce que tu veux, et après il dit et c'était quand même un peu pédé tout ça, tu vois, genre le truc est nul, tu vois, genre alors que la plupart des mecs voudraient pouvoir faire ça, ils peuvent pas parce qu'ils ont pas l'argent, tu vois. Ça, je te dis, c'est des discussions de Papacito et du Raptor, là, tu vois, genre, c'est gay de faire du pot à pot, quoi, tu vois, c'est vraiment, c'est le même niveau, mais avec beaucoup plus d'argent. Enfin, après, je pense que le Raptor est riche, mais... Ouais, c'est n'importe quoi. Et le niveau au-dessus, c'est gay de faire du pot à pot si ton gamin, c'est un mec. Si c'est une fille, ça va, tu vois, mais c'est un mec, là, c'est un peu gay, parce que quand même... Grave. Bon, on va se terminer avec un petit timecode où ça parle de quelqu'un que tu connais un petit peu, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et on va avoir leur avis sur JLM. D'après toi, quel avis ils ont sur JLM ? Alors, ils sont capables, tu vois, ces grands discours, de reconnaître que c'est un gars brillant, tu vois. Ils sont capables c'est qu'il est plus brillant que, c'est sûr.
Je pense qu'il les éclate tous un par un, même un contre tous là. Il fait un tâté pour ceux qui ont la ref. Non, je pense qu'ils vont avoir un côté genre il est brillant, mais il est dangereux quoi. Voilà, il est dangereux pour l'économie. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et est-ce qu'ils ne remettraient pas un petit peu en cause notre civilisation et nos valeurs, c'est-à-dire la civilisation européenne quoi. Je pense qu'il y a un truc comme ça. Alors, j'ai pas vu l'extrait, mais ça parle aussi de sociologie électorale. J'ai l'impression que je pense que tu vas kiffer. Ouais. J'ai envie de vous poser une dernière, d'ouvrir un nouveau débat avant qu'on s'en aille et qu'on termine. Mais c'est vraiment, je pense que les repas de droitard, c'est comme ça. Ça dit des dingueries et à la fin, ça dit. Et Mélenchon, vous en pensez quoi, tu sais? À la fin, ils sont matrixés par Mélenchon, tu sais. C'est histoire de dire, bon, allez, on va finir avec une bonne note où on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'on peut taper sur Mélenchon, tu vois? Ça va être ça. Ce dîner qui était animé, ouais. super chaleureux, et moi j'ai passé un super moment avec vous. Vous êtes plein d'énergie, comme quoi la France a encore de beaux jours devant elle quand on vous écoute. Oh là 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 là, c'est creux, c'est vraiment, on croirait à une introduction d'employé de la semaine, je sais pas quoi. C'est ça, le DRH. Le Rassemblement national va passer aux prochaines élections. Faut fuir. Carlos a retrouvé ses fiches. Mais non, faut se battre. Il faut se battre, les amis. Il faut se battre. Non, mais il n'y a rien de joué. Dit-il alors que la moitié vont voter pour. Faut se battre, ouais, ok. C'est ça. Encore, les amis. Mais comment on se bat? C'est très grave, quoi. De toute façon, c'est clair. Tu auras le RN au deuxième tour. Tu mets n'importe qui, il sera au deuxième tour. De toute façon, n'importe qui, ils font 25%, ils seront au deuxième tour. Oui. Le problème, c'est le deuxième. Et effectivement, le risque, c'est que tu te retrouves avec Mélenchon. On parle souvent que c'est des imbéciles aliénés, la bourgeoisie. Là, vraiment, vous allez le voir, le niveau d'analyse électorale de ces gens-là. Vous qui êtes habitué quand même c'est ta spécialité, donc tout le monde te paraît imbécile, tu vois. Non, mais vous qui avez l'élite de l'analyse électorale, là, je pense que vous allez voir que c'est bas niveau, quoi. Ce qui prouve quand même la façon dont ils sont intégrés dans la société. En fait, le vote, pour eux, c'est un peu pas très important parce qu'en fait, ils ont des rouages et des manettes de pouvoir beaucoup plus importantes au quotidien. Deuxième tour. Oui. Le problème, c'est le deuxième. Et effectivement, le risque, c'est que tu te retrouves avec Mélenchon deuxième, puisqu'il est à 15 et il a encore des réserves et il peut monter. Il va monter à 25, comme il était à 22 la dernière fois. Non, je pense pas. Ah, Laurent Alexandre. Il est super. Je l'ai dit. Il connaît le graphique. Il connaît le graphique, je sais. Ouais, mais en tout cas, si on y va en ordre dispersé dans les autres, bah, c'est sûr que c'est Mélenchon, Le Pen au second tour. Et là, ça va être un enfer. Ça va être un enfer parce qu'ils vont tous voter Le Pen. C'est trop drôle. Et dites pour qui vous allez voter, les gens. Parce que ces gens en mode... Et ça, c'est vraiment le fond du fond. Tous ces gens-là sont des macronistes ou des LR, tu vois. Et c'était parfait, les 3 voix pour eux. Parce que, je le dis souvent, ils pouvaient faire les trucs les plus racistes du monde tout en ayant le privilège à table, là, tu vois ce que je veux dire, à table au repas, d'avoir le capital symbolique antiraciste en disant jamais je voterai Le Pen pour Le Pen président. Tu vois, au départ, ça les choque, tu vois. Mais là, maintenant, on va leur demander, vous allez devoir faire le choix entre votre bourse ou, soi-disant, vos valeurs. On parle de ça dans le React à Mauduit, là, avec Zoé. Là, vous n'avez plus le choix. Vous n'allez plus pouvoir concilier votre monnaie avec le capital antiraciste comme Macron vous le promettait. Maintenant, ça va être l'un ou l'autre. Et bien là, maintenant, on va voir le moment de vérité. Pour nous, en tout cas, qui se déclarons républicains. Non, mais Mélenchon a de très fortes chances d'être au deuxième tour. On le sait bien. Il est toujours sous-estimé dans les sondages. Pour une Tu vas voir pourquoi il est sous-estimé dans les sondages. Raison très simple, c'est que les mosquées donnent l'instruction de voter pour Mélenchon très tardivement au cours. Le truc de visite. Et là, tu sens que t'es au Dijon. Là, t'en as plus rien à foutre. Tu balances. Non, mais c'est quoi ça? L'analyse de fou du bus, tu sais. En plus, c'est les mêmes gens à peu près qui votent tout le temps Mélenchon, mais ils se décideraient à la fin grâce aux mosquées. C'est le truc de baiser. Et puis genre, les mosquées, ça compte 9% de l'électorat français, tu sais. Enfin... Genre les gens qui vont le vendredi à la mosquée. C'est vrai que les campagnes finissent le vendredi, tu vois. Donc c'est le dernier vendredi, ouais, là. C'est ça, tu vois. Et où tu peux faire les derniers sondages. Et c'est vrai que ça représente. L'autre fois, ils étaient sous-estimés de 6%. Donc 6% de l'électorat avec l'abstention, ça doit faire genre 3 millions. Il y a 2-3 millions de personnes en France qui se décident avec ce que disent les mosquées. Et franchement, et ces gens-là, ils te donnent des leçons de
connaissance des chiffres, de la data, etc. Alors qu'ils ont des paniques morales de militants RN moyens au bistrot, quoi. Vraiment, ça me fait éclater de rire. Mais c'est ce que j'ai. Les niveaux d'aliénation de ces gens-là, c'est des types, ils se pensent brillants, ils ont vraiment le niveau des twittos RN, quoi. Cours des élections. Et comme vous savez, à la dernière élection, plus de 2/3 des musulmans français ont voté Mélenchon. Et donc, l'électorat musulman... C'est pas parce qu'il est antiraciste, c'est parce que c'est des débiles qui suivent ce qu'on dit à la mosquée. C'est genre, c'est n'importe quoi. C'est le seul du spectre qui leur tape pas dessus, mais matériellement, ça compte pas. Fallait que l'imam... Parce qu'en plus, il y a même pas de clergé en islam, donc en fait, il n'y a pas d'unité même des mosquées, de discours. En plus, tu vois, il s'autorise lui à être un agent pensant libre et tout. C'est comme si on disait, eux, ils votent à droite parce que le magazine, je sais pas trop quoi, qui est un magazine de capitalistes et tout, disait au dernier moment pour qui il fallait voter. Non, ils votent à droite parce qu'ils ont très bien compris leurs intérêts. Et les musulmans aussi, ils votent Mélenchon parce qu'ils ont très bien compris leurs intérêts. Déjà, comme on a dit, en fait, il faut comprendre que il y a Forbes les musulmans... qui donne les consignes de vote à 2 jours avant. En plus, ils ont, dans ce pays, comme ils sont en plus sous-valorisés, c'est-à-dire qu'ils sont au bas de l'échelle sociale, parce qu'en fait, ils viennent de populations récemment immigrées ou descendants d'immigrés. En fait, ils ont 2 raisons de voter Mélenchon. Un, parce que c'est une gauche radicale, parce que c'est souvent ils sont beaucoup plus prolétarisés. Donc c'est une gauche qui parle le plus aux prolétaires et qui insulte pas des musulmans. Tu vois, moi, c'est plus la question, c'est moi, si je croise un ouvrier musulman qui vote pas Mélenchon, je trouve ça bizarre. Tu vois, je me dis, mais quel est le 3e truc, la 3e structure chez toi qui fait que tu votes pas Mélenchon, tu vois? Et donc là, non, pour eux, c'est l'imam qui a dit, quoi. Ouais, vraiment le niveau, quoi. En vrai, tu pourrais dire Pécresse, c'est bizarre que Pécresse, la Versaillaise, n'ait pas été sous-estimée dans les sondages, elle a été même surestimée, alors que les prêtres et les curés des paroisses catholiques, eux, c'est le dimanche matin qu'ils font les prêches, tu vois, le jour du vote. Donc normalement, alors, elles devraient recevoir comme Fillon des montagnes de trucs non vus, mais non, ça marche pas dans ce sens-là. Se mobilise très 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 tardivement à l'instigation de la mosquée. Et donc à chaque fois on a la même courbe. Mélenchon commence très bas et après il est stratosphérique. Non mais il y croit vraiment le gars. Il y a personne qui est gêné. Franchement, là on dirait vraiment le tonton raciste, gênant, bourré. Et autour, je pense, je voudrais voir la tête des gens. Je pense que même eux, qui ont un peu des trucs antiracistes, valeurs, je pense que même eux, ils se disent, waouh, qui c'est qui l'a servi. Les gars te disent, ouais, faut surtout pas voter RN, mais il y a un mec qui sort ça à la table, c'est genre. C'est ça. C'est le mec qui court pire que RN. Genre qui dit, moi, RN jamais, mais Zemmour, vraiment, je crois en lui, quoi. Tu vois, c'est vraiment ce type-là. Il va se passer la même chose, il est en train de commencer à monter là, et vous allez voir qu'il va être au second tour, Mélenchon cette fois-ci. Bon, ok, mais c'est qui va gagner, quoi. Je vous demande un exercice intellectuel et je voudrais qu'on revienne sur le sujet de l'éducation. Imaginez. Non, bah là, ils ont coupé, ils ont cuté. Bon, bref, on va finir là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à nous dire si vous voulez qu'on aille voir d'autres bangers de cette chaîne-là qui a l'air assez drôle. Je suis antidémocrate, je veux pas votre avis, on va le faire. Ouais. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee pour nous aider, à vous abonner au Insta, Twitter, TikTok, tout ça. Et sur ce, on vous dit à plus. Et bonne année! Et bonne année!